Bonjour. Voilà, je fais cette vidéo encore pour revenir sur le sujet que j'avais déjà exprimé sur une autre, qui est l'euthanasie. Je viens d'apprendre que ce qui est à l'étude à l'heure actuelle, c'est les conditions d'application de la fin de vie assistée, comme ils disent. A priori, on s'orienterait vers une euthanasie qui serait pratiquée automatiquement par, je dirais, médecin hospitalier ou autre. À mon avis, ils vont réussir à faire ça à du petit personnel, t'inquiète pas. Le truc qui est inquiétant dans tout ça, c'est que, il ne sera pas demandé aux familles l'autorisation. 2, il ne sera pas non plus demandé aux patients l'autorisation. Ça relèvera, cette décision, d'un collège d'experts. On sait ce que c'est que les collèges d'experts, qui prendront en leur âme et conscience. Le serment d'Hippocrate, il sera là sur la table à ce moment-là, c'est pas la décision d'euthanasier ou pas une personne dans leur service. Je vais la faire court, comme ça on va éviter toutes les conneries de titres, de machin, etc. Collège d'experts, de conditions, de... En gros, l'hôpital se réserve le droit d'assassiner qui veut. Puisque le diagnostic comment je dirais, du risque létal de l'état de la personne, c'est eux qui le prononcent dans le secret de leur intimité. Et ce seront exactement les mêmes qui, dans le secret prendront la décision de faire la piqûre ou pas. Mon avis, je crois que c'est surtout la décision de faire la piqûre. Je ne crois pas qu'ils vont se réunir pour dire, bah non, pas celui-là, il a 75 ans, on va lui laisser encore une chance. Non, 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 non. Dès que tu es rentré dans le système, t'es foutu. Je n'arrête pas de dire que moi j'ai peur de l'hôpital. Et pourtant j'y suis déjà allé dans ma vie. Et je dis pas le contraire, ça m'a soulagé de mots. Voilà, mais encore. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, j'avais des douleurs que j'ai encore dans le ventre. J'ai fait l'état d'examen, j'ai rien trouvé. Ça m'est arrivé 3 fois. Le dernier hôpital où je suis allé, c'est quand même, c'est pas beaucoup de le dire, c'était l'hôpital de Brive, en France, à Brive-la-Gaillarde. Et le service dans lequel j'étais, c'était un service, je sais plus trop quoi, spécialisé dans les tripes, je suppose. Alors, je parle pas de tripes à la mode de Caen. Bref. Il y avait un professeur, un toubib, qui était plutôt sympa, je le trouvais plutôt sympa. Donc j'étais sous morphine, injecté dans le truc tellement c'était insupportable. Et le médecin, alors pas lui directement, parce l'infirmière en chef du service, m'a laissé entendre qu'ils avaient, au sein de l'hôpital, une personne d'ailleurs qui travaille au service des croque-morts, c'est-à-dire en bas, là, la chapelle puis son service derrière, qui était magnétiseur, bon bref, sorcier. Mais c'est évident que le professeur lui-même pouvait pas me dire ça, quoi. Mais l'infirmière, je sais même pas qui me l'a dit d'ailleurs, c'est une, comment on dit ça, une jeune femme là, qui travaille qui s'occupe du ménage, enfin en gros, elle est soignante, on va chercher le nom, qui m'a dit, vous savez, il y a un monsieur un tel, si vous voulez, on peut le faire venir, ça va peut-être vous aider. Alors, je lui dis, bah, écoutez, moi je demande que ça, c'est la 3e fois que je suis dans cette histoire-là, on m'a jamais rien trouvé, j'ai quand même toujours des grosses douleurs. Et effectivement, il est venu, il a travaillé sur moi pendant 20 minutes, les prières, là, puis moi je suis assez réceptif à tout ça, et mes douleurs ont disparu. Oui, ça donne. Alors, j'ai remercié quand même tout le monde dans le service et le professeur, et qui j'ai parlé avec lui. Un peu après, je lui ai dit, je ne savais pas du tout que dans un hôpital en France, on puisse nous proposer des soins de ce type. Ah mais vous savez, on n'est pas si... bref,
Et on sait s'adapter, et vous seriez surpris du nombre de fois où on laisse faire les choses au naturel, on va dire ça comme ça. Donc, il m'avouait indirectement qu'il y a quand même beaucoup de cas où ils sont incapables d'apporter des réponses, et qu'ils sont bien obligés de laisser faire ce que les gens ont toujours fait, et que souvent ça marchait. Voilà. Donc je referme un petit peu la parenthèse, c'est juste pour donner, comment je dirais, le niveau de, de nos hôpitaux qui, d'un côté, ont des high-tech incroyables, des hautes technologies, qui sont en train, il paraît, de découper des têtes aujourd'hui pour greffer ça sur des corps. Il y a des mecs qui réfléchissent à ça. Hein. Je suis tout pourri, je suis vieux, j'ai 95 ans, mais tu toujours vous faire chier. Alors. Prenez ma tête et la mettre sur la tête d'un petit jeune de 20 ans qui a été tué à la guerre, je sais pas quoi. Hein. Je comprends quand il y a des gens qui disaient, ils parlaient de sorcellerie, que les religions interdisaient. On est carrément dans le film Frankenstein. Enfin, l'histoire, vous ne connaissez pas, ben, vous avez été à regarder, mais enfin, c'est ça. On a donc ce niveau, je dirais, hyper high-tech de l'hôpital, avec des machines, etc. Chose que je traduisais comme ça, je disais que la médecine d'aujourd'hui a un diagnostic de plus en plus pauvre, et par contre, il y a une technologie de plus en plus élevée. Et en gros, c'est les machines qui font le diagnostic. Comment on fait pour voir si quelqu'un va bien ou pas bien? On va prendre des analyses de sang, des analyses d'urine, de caca, ce qu'on veut. On analyse tout ça, après on compare avec des schémas qui sont les leurs, et en fonction de ça, on va dire, hein, il est comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et de là, après, on va mettre en place des soins ou, maintenant, l'euthanasie. Je ne sais pas si on voit... Et donc, ça me fait penser à une histoire que j'avais imaginée écrite depuis un temps. Je suis ici dans mon petit village. Un matin, ça fait déjà 11 ans hein, que la grande pandémie est passée et qui a quand même vu, à travers la vaccine, plus de 4 milliards d'individus qui sont morts. Nous, on est les survivants, on habite à la campagne, le monde a vraiment bien changé. Et à la campagne, on a les petits villages, une sorte de pod, une machine. C'est une petite maison en plastique. Hein. Joli, c'est rose et vert d'un côté, rose et vert. À laquelle on a un peu comme les toilettes de co, là. Mais plus joli quand même, puis beaucoup plus grand quand même, je suis pas sûr. Et on communique, aujourd'hui, on est relié au système entièrement par le téléphone par lequel je parle. Hein. Et une fois par mois, on doit aller au pod, avec notre téléphone. On présente notre code de QR à l'entrée, ça ouvre la porte. Après, on rentre dans la machine. Alors, il y a 3 salles là-dedans, parce qu'il peut recevoir 3 personnes à la fois. Mais on ne se croise pas quand même. On rentre dans la salle. Souvent, on doit remonter notre manche, arriver en t-shirt. On s'installe dans un fauteuil. Fauteuil classe. Truc super confort. Et là, on a un sur nos bras. Et on va nous faire... Il y a une machine qui nous fait une prise de sang, tout simplement. Une autre qui nous scanne le cerveau. Un autre qui nous prend la température. Bref. On fait un check-up de santé et sur lequel on va nous donner à la fin, que la machine va nous dire que ce qu'elle a détecté, c'est ci et ça, et qu'il nous faudra prendre tel médicament ou nous faire telle injection, et encore, il y aura des potes qui feront eux-mêmes des injections automatiques. Et ça, c'est de façon obligatoire ou autrement, si on ne fait pas ça, on est déconnecté du système, c'est-à-dire quoi être déconnecté du système? On ne peut plus acheter d'essence, on ne peut plus faire nos courses dans les magasins. À la campagne, le cinéma, on s'en fout, il n'y en a pas. Bref, vous comprenez, on vous dégage. Je connais certains ici qui vivent dans les bois, parce qu'on n'a rien à foutre de ça. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus là-dedans. Mais si tu prends les médicaments, eh ben, ton truc redevient vert, ton QR devient vert, et tu peux à nouveau recirculer, voilà. Et puis, un jour, j'apprends que le voisin d'à côté, qui est un peu plus jeune que moi, il est mort d'une embolie foudroyante. Ça nous a dit ça comme ça. Il est allé au pod, là, et puis tout allait bien, il a reçu son code QR vert, et est rentré à la maison, et
Et bien sûr, il a reçu une prescription comme tout le monde. 2 jours après, il était mort. On ne sait pas trop de quoi, on nous dit embolie cardiaque. Il a fait que cardiaque, pépère. Ah bon? Ouais, c'est bien important d'habitude. Et puis, parce que c'est quand même pas facile de parler de ça en ligne, étant donné quand même on est hyper surveillé, le téléphone c'est sur écoute. Hein. Ah oui, c'est ça les nouveautés. Hein. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, nous disent-ils. Et donc, mais quand même, malgré tout, j'arrive à voir que, il y a pas mal de gens qui ont plus de 65 ans qui reviennent en EHPAD, nouvelle prescription et paf, embolie cardiaque. De là, avec mon âme de complotiste que je suis, à considérer que la médecine que nous file la machine, c'est fait pour nous tuer. Pour nous tuer. C'était une petite histoire, mais bon, on a écrit ça sur quelques pages. Je crois qu'on en est là. On dit qu'au Sénat, ils sont en France en train de débattre de cette loi de l'euthanasie. De quoi ils débattent? Certainement pas d'essayer de comment je dirais, arrêter les souffrances de quelqu'un en fin de vie qui souffre horriblement. C'est pas ça qu'ils parlent. Ça paraît évident. Ils parlent de à qui donner le droit, c'est-à-dire apporter à la médecine, qui avait déjà quelque part le droit de tuer. Hein. Ah bah oui, je suis médecin, bon, je me suis trompé, alors ça arrive à tout le monde, non, il est mort, ah bah oui, mais bon, j'en ai quand même sauvé plein d'autres. Hein. Qu'est-ce que cette profession me dégoûte, c'est incroyable, incroyable. Et pourtant j'avais de l'estime pour eux, mais moi j'étais quand même dans le médecin de campagne. Hein. C'est-à-dire le gars qui se dévoue à sa population pour éviter qu'elle plonge complètement, comment je dirais, dans les mains des sorciers. Voilà. Dr Knock, j'invite tout le monde à regarder ce film, ou c'est une pièce de théâtre aussi, mais ça a été fait en film avec Louis Jouvet, c'est superbe en plus. Bon, avec le phrasé de l'époque, en noir et blanc, c'est goûteux. À qui le Sénat va donner le droit, apporter à ces gens qui ont fait le serment d'Hippocrate, on ne sait plus, l'autorisation volontairement d'assassiner les patients. Dans des contextes qu'on va certainement délimiter. On parle de l'état de santé à risque létal, mais rien que le fait de respirer de l'air ici, on est tous dans cet état-là, quoi. Quand, par contre, risque létal, c'est quand? Je crois qu'on va discuter de l'âge. De l'âge, oui. Il y en a qui sont tentés pour dire 55 ans. Désolé, mais moi, je dis 10 ans de plus, même plus de 10 ans. Je me sens plutôt en forme, me sens capable de tenir 20 ans de plus. Mais là, il serait question qu'avec 10 ans de moins, si je vais à l'hôpital parce que j'ai un mauvais rhume, je vais pas revenir. Ils vont nous tuer. Ils vont se justifier en rien. On a fait un traitement, il était déjà pris, il avait le cœur qui était fragile, il buvait un peu, n'est-ce pas? Vous comprenez. Et il a pété, il a explosé. Tout un baratin qui mettront autour. Le personnel qui travaillera dans ces endroits seront d'abord rétribués de façon beaucoup plus importante. C'est comme en psychiatrie, les infirmières en psychiatrie sont payées quasiment le double des autres infirmières. Ben là, ceux qui travailleront en secours de la population humaine en fin de vie trouveront un boutique, ça n'inquiète pas, avec des porte-roues, des trucs verts, des beaux documents, des photos, même de la musique. On pourra choisir de la musique, Led Zeppelin. C'est à To Heaven. Peut-être pas quand même. Bref, blague. Et qui seront super bien payés, quoi. On est en train de... Alors, est-ce que ça sera partout comme ça sur Terre? Dans le monde occidental? Ben oui. C'est évident. Ici, question de gestion de ressources. Hein. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est des petits marchands. J'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. C'est ça, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. C'est qui Rothschild? C'est les gens qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent, donc qui volent, qui vendent, qui volent, donc qui achètent, qui volent, qui vendent. C'est ça.
C'est les marchands qui dirigent cette planète. Des sombres marchands. Voilà. Donc, un vieux, ça coûte. Dites-nous, un cancer, ça rapporte combien un cancer? Un cancer, c'est pas mal. Hein. On n'est pas loin de 150 000 $. Ça peut même monter à 450 000 $. Ok, on le maintient combien avec ça? Oh, 10-15 ans. Ok. Et 10-15 ans, qu'est-ce qu'il rapporte? Ben là, il va consommer quand même mais bon, rien. Il va coûter, pour nourrir, le loger, le torcher le cul, le laver, lui faire les soins, tout ça. On recalcule. Il dit 150 000, hein. Bon, voilà, 275 000. On est perdant. On est perdant. Virez-moi ça. On en est là. C'est sombre, je le dis avec humour, enfin, si vous prenez ça pour de l'humour. C'est terrible. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que personne ne parle de ça. Les Jeux Olympiques, la guerre en Ukraine, la guerre nucléaire, Gaza. Attends, toutes ces monstruosités qui sont en train de tourner sur la Terre depuis si longtemps. Certes. Et là, on est en train, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'assassiner nos parents. Mettre des lois qui permettront à n'importe quel gugus qui aurait été à l'école un peu plus longtemps que les autres parce que papa et maman auraient permis de faire des études et que lui, sa seule capacité, c'était d'apprendre par cœur des pages entières. C'est ça, mais le médecin, oui. C'est quoi les études de médecin? Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Tu comprends rien. Tu penses que le foie est séparé du cœur. Ah ben moi, je serais spécialiste du foie, l'autre du cœur. Ah, c'est tout ça. On organise une civilisation, une barbarie. Je ne sais même pas si dans l'Antiquité, on ait inventé un système pareil. Pourtant, des saloperies, on en a fait. Les bras m'en tombent tellement, ça me paraît gros. Et personne n'en parle. Ça fait 3 fois que je m'exprime là-dessus. Alors bien sûr, moi j'ai 60, combien j'ai déjà? Bon, je vais sur mes 70 ans, tranquillement. C'est-à-dire que je suis en plein dedans. Et souvent, mon épouse me disait, j'ai des petits soucis de santé, un peu comme tout le monde. Ouais, on va aller à l'hôpital. Non. Je ne veux point aller à l'hôpital. Pourquoi faire? Si j'y vais, ils vont me tuer. Mais non, ils vont pas te tuer. Pas peur, ma chérie. Le Covid? Il faut peut-être vacciner quand même, c'est pas possible. Je te dis, chérie, ils vont nous tuer avec ça. Des statistiques qui sortent, là. Combien ils ont dit? 3 millions. 3 millions de personnes qui sont mortes en trop en Europe par rapport aux statistiques habituelles. 3 millions. Moi, j'aurais pensé plutôt 30. Mais bon, c'est mon enthousiasme, ça, dans ma foi, dans mon esprit complotiste. Et là, je suis complotiste encore. Comment on va pouvoir faire passer une loi comme ça? Il n'y a jamais personne qui va pouvoir accepter ça, que l'euthanasie, soit, mais qu'elle puisse être pratiquée sans l'autorisation des familles, et encore moins celle du patient, et en collège d'experts, et en gros, des copains, des copines. Je suis pas sûr que les gens accepteraient ça. Surtout ceux qui ont plus de 55 ans. Les jeunes qui sont devenus avides parce qu'on les a fabriqués comme ça. On a fabriqué toute une génération de consommateurs qui ont besoin de fric parce qu'ils s'aperçoivent bien qu'ils n'en auront jamais et que leur seule façon de pouvoir éventuellement espérer avoir du fric, c'est l'héritage de leurs parents. Seulement le problème aujourd'hui, souvent, lorsqu'on laisse faire les choses au naturel, et je vous raconterai une anecdote à ce titre-là, je vais d'avoir raconté l'anecdote. J'avais une compagne qui était infirmière, donc, en maison de retraite. On était, je sais plus, dans une belle région de France, ils font du bon fromage. C'est pas une référence, mais sur montagne. Cantal, à côté, à Salers, voilà, maison de retraite de Salers. Très beau village, très typique, incroyable. Et la maison de retraite aussi serait belle. Et puis, on avait une voiture pour deux, donc souvent, je venais au travail, j'allais la chercher, et puis petit à petit, je me suis lié un peu avec cuisinier, directeur, puis les infirmières, je connaissais un peu de monde, quoi. Et je me rappelle, une fois, j'étais dans l'entrée, un très beau bâtiment, puis tout d'un coup, je vois la fille à l'accueil
qui dit Jacqueline, Jacqueline, il y a les enfants, mes parents qui sont là, s'il vous plaît, vous pouvez la prévenir. Et là, je me retourne, qu'est-ce que je vois? Effectivement, deux personnes qui avaient peut-être 70 ans, quoi. Bien vieux. C'était les enfants de Madame Parent qui, elle, en avait 94. C'est là où j'ai dit, il faudrait inventer un nouveau mot pour les enfants des vieux. Tout ça pour dire que l'héritage, lorsque ces gens-là, à l'époque, touchaient l'héritage, et encore, souvent, les gens, ils ont déjà fait leur vie avant de pouvoir bénéficier de l'héritage de leurs parents. Souvent. Et là, tout d'un coup, les gens sont plus pressés, quoi. Ils ont besoin de cet argent pour pouvoir acheter une maison. On voit bien qu'ici, les prix sont devenus hallucinants. Quelqu'un qui va acheter une maison à Montréal, même un truc tout petit, là, c'est tout de suite des sommes énormes, quoi, qui ne permettent pas... Hein. Donc, il y a un côté, comment je dirais, mercantile très fort. Sans parler qu'on explique déjà depuis un bon bout de temps aux populations quand même que les vieux coûtent cher. Enfin bref, que tous ceux qui ne produisent pas coûtent cher. C'est-à-dire en gros 80% de la population, puisque vous allez bien se rendre compte que la masse qui travaille, en France, je crois que c'est 28%. Il y a 28% des gens qui travaillent. Et quand on dit travail, si tu enlèves tout le travail qui ne sert à rien, qui n'est que de l'occupation, ou de la branloserie qu'on pourrait largement supprimer, on arrive à quoi? Avec la technique d'aujourd'hui, quelques pourcents, suffirait à faire tourner tout le bazar. Après, tout le reste sur Internet, l'école, les formations, les loisirs, la lecture et tout le bazar. Donc tout est prêt pour ce nouveau monde qui sera... Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, disait le gros porc de Schwab. On est là. Heureux. Heureux qui est communiste, qui n'a pas fait son voyage. C'est hallucinant. J'aurais jamais pensé, je suis pas sûr. Lorsque les nazis ont utilisé l'euthanasie, c'est vrai, c'est reconnu, pour éliminer les malformés, débiles mentaux, en sachant qu'à l'époque, il y avait un taux d'handicap chez les humains, de non-adaptation, on va dire ça comme ça, plutôt, peut-être à 10 à 15% de la population. C'était énorme. Quand j'étais enfant, des pieds beaux, des becs de lièvre, hydrocéphale, des scolioses, des trucs incroyables, quoi, qui n'existent plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on tue tout ce qui n'est pas conforme. On n'a pas compris. Bientôt, on arrivera à tout ce qui n'est pas la bonne couleur. Hein, mais bon, ils n'ont pas encore osé le faire. Donc, pour eux, ça leur appartient. T'es né parce qu'on a bien voulu que tu naisses, et t'es à peu près conforme parce qu'on a bien voulu que tu sois conforme. Ils n'ont jamais compris que la non-conformité permettait à l'humain de développer ses plus belles qualités humaines. Hein, sa capacité, comment dirais de compassion, d'amour, d'aimer. Hein, on les voit, les parents qui ont des enfants handicapés, souvent des parents qui développent des sentiments encore plus que les autres. Hein, qui ne voient pas ça comme une fatalité, mais au contraire, comme, comment je dirais, une épreuve pour grandir, pour s'embellir, pour s'approcher du ciel, pour ceux qui veulent croire à ça. Mais nous, les crétins scientifiques qui font que 2 plus 2 égale 4, parce qu'ils comprendront que 1 plus 1 égale 3, on ira certainement beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, les scientifiques et la finance, et on arrive à ce monde monstrueux qui se dessine rapidement d'ailleurs. Parce qu'au moment où ils ont commencé à le déclarer avec le vieux Bush, qui a déclaré que c'était le nouvel ordre mondial, que personne ne pourra y échapper. C'était quoi, je crois, autour des tours jumelles, hein, je crois que c'était le déclencheur officiel du spectacle, du changement de paradigme, comme ils disent. Hein. C'est quoi ce paradigme? Paradigme des machines? Les assassins ou les médecins tuent? Oui, comme je veux dire, les nazis, oui, ils l'ont fait. Ils ont tué... Maintenant, je me méfie un peu parce que j'ai tellement appris sur ces événements-là que
La dernière guerre mondiale, qu'il faut savoir qu'en France, c'est censuré. Hein. Il y a que la version officielle, point là, tu n'as pas le droit de dire autre chose. Hein. Mais vraiment pas le droit. Hein. Mais bon, jusqu'à foutre les gens en prison, voire même les tuer. Mais moi, par contre, je suis au courant de plein de choses. Plein. On pourra même affirmer que tout ce qui est raconté, c'est un énorme mensonge. C'est un tour de passe-passe. Il est où le Mickey? Il est où le lapin? Puis personne n'a rien compris. Après, j'entends des trucs, les Américains ont sauvé l'Europe, ont libéré l'Europe du nazi, toute est débilité. Hein, un jour du débarquement, les seuls qui l'ont réellement fait, hein. 22 millions de jeunes soldats, hommes et femmes, 22 millions de jeunes soldats, hommes et femmes russes, ont été décimés pour mettre fin à cette guerre et tuer Hitler. Les Américains, ce sont les seuls. Pour les Français, la majorité des morts de la dernière guerre mondiale ont été faits par les bombardements américains en Normandie et sur la route, je ne sais plus, la route qui remontait vers le Nord. Je crois qu'on a eu 500 000 morts et le débarquement en a fait 400 000. Les Américains, c'est les mêmes que ceux qui font aujourd'hui. Hein. Bison, qui va avoir l'autre, là, comment il s'appelle, le barbare, hein, l'empaleur, hein, le brûleur, enfin bref, l'ordure. Il dit, non, ah oui, mais pas matière. Comment ça, vous l'accusez de criminel de guerre? Mais il n'y a pas matière. Je sais pas, je regarde pas trop la télévision, moi j'aime pas ces merdes. Mais le peu de fois que j'ai vu travailler à la lorgnette, je vous assure, Bison, qu'il y a matière. Il y a largement matière, et certainement plus qu'il y a matière par rapport à Poutine. Mais là, Poutine, il y avait matière. Certainement plus qu'il y en avait par rapport à Gbagbo. Ou 6 ans plus tard, oh, désolé, M. Gbagbo, on s'est trompé avec la lumière, on ne peut rien faire, on n'a rien contre vous. Mais le mec était plus président, il avait tout perdu. Bref. Voilà le nouveau paradigme auquel on veut nous emmener. Moi, personnellement, je veux dire, il y a des fois, oui, faites-moi la bigoute, parce que j'en ai plein le cul, quoi. Quand je vois j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. On m'a dit, il faut se battre en Corse. Et il arrive un moment où tu te bats pour quoi, là, hein, pour survivre. Pour survivre. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'on te dit tout ça? Ouais, c'est pour te faire peur. Comme ça, après, tu vas crever parce que t'as peur. Et tu vas fermer ta gueule. Certainement, ça participe à tout ça, l'autocensure. C'est certainement la pire des censures. Bien d'accord, mais moi, je suis pas trop quand même je suis pas non plus en train de brailler sur la voie publique, ce que j'aimerais dire. Mais quand même, je laisse aller mes mots. Et on ne fera jamais croire que l'empaleur de Gaza soit un gentilhomme. Pour moi, c'est une ordure, c'est tout ce qu'il y a de pire de l'humanité, et encore, je ne sais même pas si ça en fait partie de l'humanité. Hein, d'accord? Un minimum. Être humain, c'est au moins se reconnaître dans cette humanité. Hein? Et les Américains, ils vont te dire, ben oui, mais c'est quand même... Bon, il n'est pas si méchant que ça. Hein, ils utilisent nos armes, ils les achètent. Hein? Et puis bon, il a le droit de s'amuser un peu, non? Hein? Combien? 30 000? Bon. On a fait bien pire, nous, en Irak. Hein? Ouais, c'est vrai, 500 000 morts. 500 000 enfants qui ont tué les Américains sous les tapis de bombe. 500 000. Et la grosse Albright qui disait à l'époque, ah, ouais, mais bon, c'est des dégâts collatéraux. 500 000 enfants. C'est des barbares, je vous dis, c'est des barbares qui dirigent le monde. Les États-Unis, c'est ce qu'il y a de pire. Et je pense, sans vouloir faire de politique, hein, que Trump est une chance pour les États-Unis. C'est une chance. Et qu'on va accuser ce président d'avoir payé une pute, même pas une reine du porno. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Quand tu vois que le fils de bidon, là, escroc de première, qui a triché dans des sociétés, filé du pognon à son père, pour se payer des putes sur l'argent public. Et on parle pas de 3 francs 6 sous, hein. Cocaïne, machin, il y a les films qui vont tout. Il a reversé je sais plus combien à son père, via les sociétés. Il y a tout, là. Il y a tout de quoi aller sur la chaise électrique, à un moment, aux États-Unis. Et lui m'a dit, oui, attention, hein. Dis donc, où? Mais c'est papa qui commande, hein. T'arrêtes tes bêtises, hein. Il m'a dit, ouais, bon.
Non, mais une bonne n'obtient pas ce point de la pipe, ouais, ok, cause toujours. C'est ça qui dirige le monde. C'est cette engeance. Et oui, j'ai du respect pour Poutine. Lui, il est aussi dangereux que les autres, en tant que Xi Jinping, etc. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, on a le sentiment qu'on n'a pas affaire à un truc qui prend le vent, quoi. Ce type, il a assez menhir. Nous, les gens du peuple, on a besoin d'être gouvernés par des gens qui tiennent droit, qui ont une vision et qui tiennent droit. Pas des porcs qui n'ont aucune vision, qui mentent à tirer les bras, qui ne comprennent même pas ce qu'ils font. Les bidons, ces petits secrétaires d'État, le vice-président d'Obama, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais Obama, plus assassin que lui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a nommé là. Hein. Je crois qu'il y a eu 17 guerres sous sa domination, sous sa présidence. Et Trump, il y en a eu 0. Ok? Dites ce que vous voulez, moi je parle de ça. Ah ouais, l'autre c'est un raciste, etc. Il y a plein de noirs, beaucoup de noirs, qui votent pour lui. Et plutôt la classe moyenne et aussi la classe ouvrière. Et compare. Ben, on a le choix, quoi. Ah bah oui, ben, le blanc est peut-être suprématiste, mais il veut sauver l'Amérique. Moi je suis américain, et il parle de ça. Il parle pas de l'autre qu'il faut à tout prix faire la Gay Pride et compagnie, quoi. Qu'est-ce que c'est malsain. Quand je me synthétise comme ça, oui, je regarde par la fenêtre extraordinaire de chez moi, le ciel est bleu, le boulot est là, tout, la marmotte. Oui, heureusement j'ai ça. Heureusement que la nature va me ressourcer. Mais malgré tout, ce que je déclame là, comme ça, là, à travers ces 30 minutes de vidéo, c'est quelque chose qui est en moi. Il faut que je le range, je le mette quelque part. J'y mette de la paix là-dessus. Bien sûr, autrement je suis mort. Vous devez faire pareil, je tiens juste à vous en informer que nous sommes arrivés là. Peut-être qu'il y en a qui ont 20 ans, 30 ans qui vont dire « Ouais, mais c'est normal, les vieux, écoute, bon, bref. » Peut-être. Mais, même, pose-toi la question un peu. Est-ce que tu trouves moral? T'as 20 ans, c'est sûr que tu te poses pas la question un jour d'avoir 60 ans. Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, j'imaginais pas avoir 60 ans. D'autant plus que moi, je vivais pas en famille. Et quand tu es en famille, t'as pépé mémé. Et ici, grâce à mon épouse, j'ai pu retrouver cette voie-là en s'occupant de ses parents, qui sont devenus directement mes parents. Et je m'aperçois que ça m'a apporté beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils sont décédés tous les deux, un assassiné par la Covid, j'en suis certain, mais il était à 94 ans. Je pense pas qu'il serait parti quand même pour faire 10 ans de plus, ça c'est certain. Et puis elle, pareil, sûrement qu'elle s'est affaiblie parce que la vaccination pour les vieux est obligatoire. Et qu'elle est partie de toute façon en paix, on était là, elle habitait chez nous. Et j'ai appris beaucoup, tout ça. C'est important de nous, humains, de nourrir cet aspect de nous qui est humain. C'est quoi être humain? Être humain, c'est pas moi-je. Ça n'existe pas. Moi-je, c'est un homme, une femme, une personne. Être un être humain, c'est être le représentant d'une espèce qui s'appelle l'humanité. Et que tout ce qui concerne l'humanité, ça nous concerne individuellement. Tu dois le ressentir en toi. Cette compassion, cette union au vivant. Même si tu es jeune. Parce qu'un jour, souvent, tu seras vu à ton tour. Tu auras compris. Tu auras vu le chemin. Et encore, vu comment c'est parti, ils n'ont pas te laissé beaucoup moyen d'apprendre et de comprendre. Des cérébrations, tout est remanié. Bon, bref, des machines qui vont t'apprendre à connaître la vie. Hein, bon, on sait où ça va mener. Mais néanmoins. J'aimais un Africain, d'ailleurs, célèbre, un chercheur, qui s'appelait Cheikh Anta Diop, qui a écrit un livre, qui disait « Le siècle sera un siècle d'amour ou de barbarie. » Je crois qu'ils ont choisi la barbarie, parce que l'amour, ils n'en ont pas. Ils n'en ont jamais eu, ils n'en auront jamais. C'est des petits frustrés d'une éducation laide, haineuse, élitiste, des gamins qui ont été élevés dans cette dimension-là, et à coups de pioche et à coups de pelle, on leur a fermé le cœur. En leur mettant des billets dans la poche. Plein de billets, plein de cartes, et ça. C'est ça qui nous dirige.
de cette peine de cœur qu'on leur a imposée dès l'enfance, parce que ce sont des humains. Ils ont viré sexuellement dans des folies hallucinantes, où une grande partie d'entre eux aiment faire souffrir d'autres enfants, ou ont tellement peur des adultes qui ne peuvent baiser qu'avec des enfants, prendront le pouvoir, vont nous imposer à nous tous leur vision hallucinante du rapport humain entre nous. Voilà ce que je voulais dire, que j'ai exprimé, bref, vous m'avez suivi. Je ne sais pas si je suis triste, si je ne sais plus mes sentiments par rapport à tout ça. Je me dis que l'humain expérimente encore une de ces folies, dont les églises vous prévenaient avant. Ouais, je dis pas l'église, voilà, oui d'accord. Néanmoins, je comprends pourquoi les religions, pendant le temps, quand j'étais jeune, après tout ça, luttaient, comment il s'appelait, là, celui qui disait que la Terre était ronde, là. Bref, le pape disait, oui, tu as raison, mais nous ne sommes pas prêts pour le dire. C'est-à-dire qu'ils interdisaient à l'époque même la dissection. Alors peut-être c'est un peu exagéré, parce qu'on sait que les civilisations anciennes, comme celle de l'Égypte, ça s'appelait pas l'Égypte à l'époque, ça s'appelait la Camette, mais faisaient déjà la dissection, on a retrouvé des trépanations très bien faites, etc. Bref, ils savaient, ils connaissaient l'organe humain, le corps humain, ils le connaissaient bien. Et je pense qu'ils connaissaient quelque chose que nos scientifiques, nos médecins d'aujourd'hui ne connaissent pas, c'est la reliance. Tu ne peux pas traiter le foie sans traiter le cœur, sans traiter l'âme, l'environnement, le tout. On sait, on n'est pas un foie malade et autre chose qui va bien. On est un organisme global qui a une déficience, quelque part, suite à des causes qui peuvent être multiples, et qu'on va simplement appeler des stress, qui peuvent être liés à l'endroit où on habite, aux occupations qu'on a, au métier qu'on fait, à un choc particulier, un départ inattendu, etc., etc. Et qui fait tout d'un coup, tu crées les douleurs, tu stresses à l'intérieur. Tu peux guérir, tu peux aider à soigner quelqu'un que si tu regardes les choses dans cet ensemble. Nous, on fait pas ça. Ah, t'as mal au foie. Ah, va te filer des pilules, t'auras plus mal au foie. Et puis, bon, toute ta vie, tu vas prendre des pilules pour le foie, toute ta vie, tu vas prendre des pilules pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, puis il arrive à un moment, tu passes le seuil. Parce que quand même, la cause n'a jamais été réglée. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas la régler. La médecine moderne telle qu'on la pratique, c'est la médecine qui pousse le travailleur à retourner au travail. C'est comme ça qu'elle a été faite. Elle n'a pas été faite pour que tu guérisses. Elle a été faite pour que tu retournes bosser. Bon, allez, c'est un autre sujet. Je suis revenu quand même sur la médecine, hein. C'est-à-dire cette profession. Même ces professionnels eux-mêmes sont même pas au courant de ce qu'ils font. Eux, ils sont convaincus que sauve des vies. Si tu sauves rien du tout, mon pote. Jamais de ta vie tu vas sauver quelque chose. C'est l'être humain lui-même qui se sauve. Hein, et ça veut dire quoi, se sauver? La vie est une guérison permanente. La vie, c'est ça, vivre. C'est être en guérison permanente, en apprentissage et en guérison. C'est tomber et se relever. C'est ça, être bipède. Et c'est pas marcher debout, c'est savoir se relever. Ça, c'est la vie. La vie est ainsi faite. Elle est accidentogène, on va dire. Mais elle est heureuse aussi. Elle est d'autant plus heureuse que tu as appris à te relever. Et te retrouver debout à nouveau. Même à 75 ans, à 85 ans, moi, ma belle-mère, elle m'a appris plein de choses. Pas dans les mots qu'elle me disait, elle était dans son monde à elle, en plus elle était Alzheimer, on imagine bien. Mais dans ce qu'elle m'imposait par sa présence à être. Et en plus, elle était joyeuse, drôle. Elle riait beaucoup. Elle avait une belle tête, un beau profil, une arawak, une vraie. Et ils veulent tuer tous ces gens-là. Ils veulent tuer ce qu'ils appellent, eux, l'ancien monde, comme si que l'amour était l'ancien monde. Ce sont des fous furieux,
qui ont pris le commandement sur cette planète. Des dingos. Et ça, depuis 3000 ans. Bye, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À 40 minutes, je gratte toujours un peu. Je recommence? Non, ouais, je laisse. Bye.